bienvenue à ce webinaire Les Territoires Innovent. Les Territoires Innovent, c'est un partenariat qui est organisé par l'État en région, la région Bretagne, l'établissement public foncier et la Banque des Territoires. Ce sont des rencontres à travers des retours d'expérience qui s'adressent aux communes, aux EPCI, aux élus et techniciens pour aller observer ensemble qu'est-ce qu'on peut faire pour des centres-villes et des centres-bourgs plus dynamiques, plus denses, plus vivants. Et puis, comment est-ce qu'on s'assure de collectivement avoir une approche responsable du foncier? Pour ce premier rendez-vous d'un cycle court, qui est un nouveau format qu'on inaugure en 2024, on vous propose 1 heure sur l'expérience de Tréguier et leur projet d'envergure sur le couvent des Sœurs du Christ. Et puis, on se retrouvera jeudi, si vous le voulez bien, également en début d'après-midi, cette fois-ci à 14h30, pour un projet dans une commune de taille similaire, mais un projet d'ampleur tout autre, puisqu'il s'agit de la réhabilitation d'un bâtiment en cœur de bourg, qui a été une poste, qui a été une ancienne mairie, et qui a cherché un nouvel usage au fil du temps. Donc, comment est-ce qu'on réhabilite et est-ce qu'on trouve des réusages à un bâtiment patrimonial en cœur de bourg? En tout cas, la thématique de nos 2 rendez-vous de cette semaine, c'est patrimoine et centralité, patrimoine et aménagement. En quoi les projets patrimoniaux sont des projets complexes, spécifiques. Et j'espère que ces 2 exemples et ces 2 témoignages nous aideront à y voir plus clair. Je vous remercie. Merci beaucoup, Ryan, pour cette remise en contexte. Avant de se lancer sur notre témoignage du jour, on a quelques petites questions à travers un quiz à vous adresser qui nous permettent de rentrer dans le sujet progressivement. Et c'est mon collègue Simon qui va prendre la main sur cette partie. Oui, bonjour à tous. Alors, l'idée de ce petit temps, nous avons 3 petites questions pour en savoir un peu plus sur justement la protection du patrimoine. Les 3 premières questions vont plus intéresser à la question justement du patrimoine, et puis on en aura 3 autres dans 2 jours. Donc, vous avez bien noté la date du prochain webinaire pour parler un peu des accompagnements qui existent. Et donc, on a cette première question. Quelle protection au titre des monuments historiques constitue le niveau le plus élevé? Vous allez avoir une petite fenêtre qui va s'afficher devant vous pour voter et choisir entre ces 2 options, que sont soit l'inscription, soit le classement. Et c'est assez unanime dans vos réponses. Il y a quand même une personne qui a voté pour l'inscription. Et la réponse était en effet le classement. L'intelligence collective a parlé, il existe donc les deux fameux niveaux de protection que sont l'inscription et le classement. Dans les 2 cas, la protection, elle doit être justifiée par l'intérêt de l'immeuble au point de vue de l'histoire ou de l'art. Par contre, l'inscription, c'est le premier niveau de protection et le classement, c'est le plus élevé. Il entraîne un niveau d'exigence plus fort pour l'inscription, notamment pour tout ce qui concerne la qualification des architectes chargés de la restauration des immeubles classés. Et à noter qu'en Bretagne, on a donc un peu plus de 3000 monuments historiques, dont un gros tiers, 1151, sont classés. La deuxième question, un peu plus compliquée celle-ci, concerne la loi qui en 2016 a renommé les AVAP, donc les aires de valorisation de l'architecture et du patrimoine, et les zones de protection du patrimoine architecture urbain et paysager en, est-ce qu'elle a été renommée en pays d'art et histoire, sites patrimoniaux remarquables ou en secteur sauvegardé? La petite fenêtre de vote va s'afficher pour vous et à vos votes. Alors, attendez, non, vous ne l'avez pas tout de suite. Ouais, on est encore sur la première question, ouais, Simon. Ouais, là, normalement, vous avez la deuxième Voilà. question. On a un bon 2 tiers plutôt pour les sites patrimoniaux remarquables, 1 tiers pour les secteurs sauvegardés. Et là encore, la majorité était dans le vrai, puisque donc, ce sont les sites patrimoniaux remarquables
on abrège parfois SPR, qui vise à protéger des villes, des villages ou des quartiers dont la conservation, la restauration, la réhabilitation ou la mise en valeur présente un point de vue architectural, paysager, artistique, un intérêt public. Et donc, ça peut être doté soit d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur, soit d'un plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine, ou une combinaison des deux outils. Et enfin, sujet important pour savoir à quel moment on doit recourir ou pas aux ABF. Quel est le rayon de période classique de protection autour d'un monument historique, autour duquel l'avis des ABF est préférable à toute demande d'autorisation de travaux? Donc vous avez 300, 400 ou 500 mètres. Une dernière fois, à vos votes. On a un vote pour 300, deux votes pour 300, un vote pour 400. 16 votes pour 500, c'était la bonne réponse. C'est une loi qui date maintenant de 1943, qui instaure l'avis des ABF, donc des architectes des bâtiments de France, sur toute demande d'autorisation de travaux à l'intérieur d'un périmètre de protection de 500 mètres autour des monuments historiques. À savoir que depuis 2000, ce périmètre, c'est pour ça qu'on a mis classique dans la question, il peut être adapté aux réalités du, du territoire et du périmètre, mais c'est vraiment cette limite des 500 qu'il faut avoir en tête pour la grande majorité des cas. Donc on a donc vu qu'il y avait là par cette interrogation quand même beaucoup de choses, un arsenal législatif mis en place pour la protection du patrimoine. Or, c'est justement un des sujets qui va nous intéresser aujourd'hui avec le projet des couvents Sœurs du Christ. Et je vais laisser la parole à Monsieur Aran et Madame Terrien pour nous en parler. Bonjour et merci pour ce petit quiz. Je n'ai pas joué parce que ça n'aurait pas été juste. Rapidement, donc on va essayer de vous présenter ce que vous avez qualifié de projet d'ampleur. Alors, d'ampleur certes, mais à l'échelle d'une commune de 2500 habitants. Il y a certainement en Bretagne d'autres projets bien supérieurs en termes d'ambition, mais en tout cas pour un territoire comme le nôtre, effectivement, ça n'était pas une mince affaire. Donc rapidement, profiter de cette diapo pour avoir une petite vision de Tréguier. Cette diapo est assez significative puisqu'elle rappelle finalement deux caractéristiques essentielles de la ville. Un, une topographie. On a effectivement, c'est quelque chose d'important, notamment dans l'organisation et la compréhension de l'espace. Une ville basse portuaire que l'on devine au premier plan et une ville haute, effectivement à la confluence de deux rivières, le Jaudier et le Guindigne, qui a une vocation à l'origine ecclésiastique, puisque Tréguier était jusqu'à la Révolution française chef-lieu d'un évêché. Et du coup, la présence de cet évêché durant la période médiévale et moderne a permis effectivement l'implantation non seulement d'artistes et d'artisans d'art autour de la cathédrale, mais aussi de nombreuses congrégations. On recense aujourd'hui à l'intérieur du SPR de Tréguier, pour reprendre le terme de tout à l'heure, à peu près 40% du bâti qui est d'origine cléricale, donc c'est important. Et c'est d'autant plus important que, au fil du temps, ces bâtiments ont perdu petit à petit de leurs usages d'origine. Et donc nous nous retrouvons dans une ville qui ne fait que 152 hectares pour 2500 habitants, j'arrondis les choses. On est vraiment sur plutôt une dimension d'un centre-ville plutôt que d'une ville, en fait. Tréguier est un centre-ville d'une aire urbaine d'un peu plus de 8000 habitants. Et dans ce cœur de ville, effectivement, ben, nous nous retrouvons avec énormément de bâtiments d'origine religieuse, dont la vacance a été finalement un peu orchestrée au fur et à mesure du temps. Voilà peut-être déjà quelques éléments pour représenter la ville, mais je préfère faire court et que l'on revienne après sur des questions si nécessaire. Donc, si j'ai bien compris, on va peut-être passer à la diapo suivante. Voilà donc une photo aérienne pour repérer le couvent des Sœurs du Christ. C'est l'un des 4 couvents que possédait la ville. Vous l'avez ici encerclé en rose. Il est effectivement, alors, sa localisation est importante puisque on devine au centre de l'image une zone un peu claire. Donc, c'est toute l'emprise en fait de la cathédrale ou du groupe cathédrale plutôt, cathédrale, cloître plus palais épiscopal. Et vous voyez que ce couvent effectivement a un jet de pierre de ce qui est le cœur de la ville. Et autre intérêt effectivement de ce site, il est également
Il fait la jonction d'une certaine manière, ou en tout cas c'est l'objectif qui sera le nôtre à l'avenir, faire la jonction entre la ville portuaire, la ville basse, qui était aussi la ville économique, et la ville haute. Voilà, donc on le reverra tout à l'heure, voilà, dans le détail. Vous avez ici quelques illustrations, quelques cartes postales du XXe siècle qui rappellent, qui montrent à quoi ressemblait ce site. Vous avez un plan sur la partie droite, donc qui est extrait du plan de sauvegarde et de mise en valeur, puisque c'est l'outil de protection que nous avons pour notre SPR. C'est un site assez hétéroclite, puisque en fait l'origine remonte à peu près au milieu du XVIIe, dans les années 1660, a muté progressivement, donc dans fin du XVIIe, dans la partie nord du plan que l'on voit, dans la partie est également, j'y reviendrai. Et puis il y a eu des extensions progressives tout au long du XIXe, notamment on devine une aile sur la partie ouest. Et puis, si vous avez de bons yeux, vous voyez, il y a un bâtiment, le plus récent date de 1962, et là, malheureusement, c'est un déchirement pour moi, puisqu'en fait, c'est une reconstruction sur un bâtiment XVIIe qui ressemblait effectivement à ce que l'on voit, l'image en bas à gauche. Voilà à quoi ressemblait ce bâtiment XXe avant, et on verra qu'il a été un tout petit peu dénaturé. Très rapidement, ce site a conservé sa vocation religieuse jusqu'à il y a peu, puisque les dernières religieuses étaient présentes, elles sont toujours présentes en ville, mais elles étaient présentes encore jusqu'au début des années 2010. Néanmoins, les usages ont été évolutifs au fil du temps, puisque vous devinez bien avec la photo tout en bas centrale, le site a accueilli à la fois une école maternelle, une école élémentaire, un collège à une certaine époque, et par la suite, il y a eu d'autres usages, notamment une pension de famille jusqu'aux années 60-70, et plus tard, une maison de retraite jusqu'aux années 2008. Vous repérez aussi, dernier élément important pour nous, non seulement la proximité du cœur de ville, mais également un foncier quand même extrêmement important, puisque nous sommes sur quasiment 2,5 hectares en plein centre de Tréguier. Et les bâtiments, alors on le devine un peu, mais c'était quand même plus de 6000 mètres carrés surface plancher, hors chapelle. Donc voilà, très succinctement, on va peut-être passer, si vous le voulez bien, à la diapo suivante. Merci. Et voilà quelques vues du site au milieu des années 2010. Donc on est là en 2014-2015 à peu près. Alors pourquoi cette année-là? Alors non pas que c'est l'année d'un renouvellement municipal, quoique, j'y reviendrai. Mais en 2014, juillet 2014, c'était la fin de toute aventure, qu'elle soit religieuse, maison de retraite ou éducative du site, puisque en juillet 2014, le dernier occupant, c'est-à-dire l'école primaire, a quitté les lieux. La congrégation qui est propriétaire du site, hein, ça n'est pas l'évêché, mais bien une congrégation, la congrégation des Sœurs du Christ, avait organisé de façon assez savante la vacance du site entre 2008 et 2014. Et c'est un élément important à rappeler parce que on se retrouve en cœur de ville avec une friche patrimoniale qui était en train de se créer, avec un abandon manifeste de l'ensemble des bâtiments, c'est-à-dire de 2008 à 2014, la congrégation n'a fait aucun travaux sur le site, y compris des travaux, on va dire, bénins, revoir les chéneaux ici ou là, et vous imaginez bien que faute d'entretien, nous étions extrêmement inquiets, non seulement sur le volet structurel des bâtiments qui avaient relativement peu de fondations, notamment 19e, qui menaçaient éventuellement péril, mais aussi des infiltrations d'eau un peu partout, et notamment un développement des petits champignons qu'on adore dans nos cœurs historiques et qui nous font froid dans le dos, notamment la myrule. Donc voilà à quoi nous sommes retrouvés, face à quoi nous sommes retrouvés, pardon, un bâtiment extraordinairement placé en cœur de ville, avec plus aucun occupant. Je vous passerai l'historique, mais on aura l'occasion, s'il le faut plus tard, de revenir. Mais un échec avant 2008, d'autres programmes qui, eux, avaient une autre finalité. J'en dis deux mots quand même. Vous avez vu où on devine un peu ce foncier disponible. Il y a eu à une certaine époque, dans les années 2000, avant l'explosion de la bulle immobilière, quelques promoteurs qui s'étaient intéressés au site, mais surtout le foncier non bâti pour y créer éventuellement une résidence senior, lotir les espaces disponibles, mais abandonner aucun projet sur les parties existantes. Et les élus ont décidé d'inverser le problème, c'est-à-dire que
Il fallait d'abord se préoccuper de l'existant avant éventuellement de densifier le foncier disponible. Je dis éventuellement. Voilà. Alors sur cette diapositive, donc vous avez une vue différente, peut-être un peu plus réaliste. C'est un plan qui a été réalisé en 2018 qui nous montre un petit peu les potentiels. Alors pour bien comprendre l'affaire, je vais donc revenir un peu en arrière. 2014, un bâtiment entièrement vacant, aucune piste éventuelle de réemploi, d'usage, aucun porteur de projet, une congrégation qui avait abandonné ce bien, et puis une équipe municipale qui se retrouvait lui en disant mais qu'est-ce qu'on va faire de ce site? Nous avions tous conscience effectivement qu'il y avait des potentiels. Nous avions aussi, je ne vous le cache pas, un petit peu peur, puisqu'à l'époque, nous n'avions pas de plan de sauvegarde et de mise en valeur. Et si ce document stratégique en matière d'urbanisme n'avait pas été voté, c'était notamment parce que ce site, il y avait des intérêts particuliers sur ce site qui avaient bloqué tout avancement au sein du SPR. Donc nous nous sommes dit à l'époque, eh bien, puisque des projets privés ne se font pas ou ne sont pas satisfaisants pour la collectivité, et que le propriétaire ne sait plus quoi faire, eh bien, il faut que la collectivité s'investisse dans le lieu. Et à partir de 2015, nous nous sommes dit, il faudrait acheter. Il faudrait acheter parce qu'il y avait des projets qui étaient municipaux dans les cartons, pardon. Il y avait aussi la possibilité d'intégrer sur le site des projets communautaires, nous y reviendrons tout à l'heure. Et le site était malgré tout encore extrêmement généreux et que nous ne pouvions pas faire tout seul. Nous avions fait un pari en nous disant si les collectivités se lancent dans une opération, excusez-moi de l'expression, une opération recyclage patrimonial, peut-être que nous pourrions attirer effectivement d'autres partenaires pour redonner vie à ce site. Et donc, pour relancer toute cette opération, il a fallu convaincre déjà un président d'agglo qui, à l'époque, était sur la même ligne que le maire de Tréguier, que j'étais, en se disant, finalement, le patrimoine est une opportunité pour nous. On le présente souvent comme une charge, mais il peut aussi avoir un certain nombre d'intérêts. Donc, la ville de Tréguier a proposé des projets pour investir les lieux, et l'agglo avait aussi du potentiel, avait des activités qui étaient prévues dans le cadre du projet de territoire et qui pouvaient s'y implanter. Donc, l'Agnon Trégor Communauté, je n'ai pas donné son nom encore, a fait l'acquisition du site en 2017, au moment justement des fusions des intercommunalités. Et nous avons fait les choses un tout petit peu à l'envers, c'est-à-dire qu'il aurait mieux fallu, mais on en reparlera peut-être à la fin, il aurait mieux fallu peut-être imaginer un schéma directeur prospectif au départ pour se poser la question, mais qu'est-ce qu'on peut en faire? Eh bien, nous étions conscients qu'il ne fallait pas attendre, que nous avions déjà suffisamment de projets dans les cartons pour pouvoir déjà avancer, et qu'au fur et à mesure du projet, nous trouverions forcément les partenaires dont nous pouvions avoir besoin ou qui pouvaient être intéressés par le site. Donc, l'agglo a acheté. Nous avons eu la chance d'être lauréat en 2018, la ville de Tréguier, de l'appel à projet région État dynamisme des centres-villes en Bretagne, qui nous a permis, sur le volet études, pardon, qui nous a permis d'établir un projet de ville que nous avons appelé Tréguier demain. Et ce projet de ville a été déterminant puisqu'il a servi finalement de première base à un schéma directeur pour dire voilà, quels sont dans Tréguier nos envies, nos besoins, quels sont les sites sur lesquels nous pouvons avoir des projets structurants. Et ce site-là a été immédiatement reconnu par les habitants comme étant un levier essentiel pour pouvoir dynamiser notre cœur de ville. Je vais le dire tout de suite, mais vous voyez beaucoup de vert sur ce plan, sur ce dessin, pardon, et c'est peut-être le premier point que je voudrais mettre en avant, c'est que la demande très très forte qui émanait des habitants de Tréguier et de l'ensemble des acteurs d'ailleurs, qu'ils soient Tréguier ou d'ailleurs, c'était de garder cet espace vert. C'était de créer un poumon vert, alors on le devine un tout petit peu sur la partie droite de l'image. L'idée était aussi de créer une connexion entre la ville haute et la ville basse, pardon, par une coulée verte. On devine qu'il y a un autre jardin public, et ça, c'est quelque chose que les habitants ont fixé comme étant une priorité
Alors que nous, peut-être, nous savions que c'était quelque chose d'essentiel, mais nous avions peut-être des projets sur les bâtiments d'abord, mais on a écouté aussi ce qu'ont dit les habitants. Alors, ce choix des habitants, il est important, et là j'ai peut-être été un peu long, mais tant pis. Il prenait complètement le contre-pied de tout ce qui avait été proposé par toutes les équipes municipales depuis les années 2000 à 2014. Toutes les équipes municipales avaient lorgné ce site, justement pour densifier cet espace, alors qui n'est plus vraiment naturel, on voit bien, il a été anthropisé, mais ce foncier disponible. Il y a eu notamment quelque chose qui avait fait un peu débat, un projet d'une création d'une résidence-service avec 3 bars colossales pour faire à peu près 180 logements sur le site. Et ça, les habitants, lorsque on les a associés à l'élaboration du projet de ville, ils nous ont dit, mais monsieur le maire, il est hors de question que ce terrain accueille demain ou des immeubles et même pas un lotissement. Voilà, donc ça, c'est un élément sur lequel je voulais insister. C'était vraiment un marqueur très fort. Il y avait une envie de nature en cœur de ville. Voilà, on va peut-être poursuivre avant que je ne m'éternise sur cette diapo. Ouais, là, ça y est, on a une quinzaine de minutes qui sont passées, Ok, il en reste une merci. quinzaine. Ok, super. Alors, je vais accélérer. Donc ici, alors la complexité du site, c'est qu'il y avait plusieurs porteurs de projets. L'Agnon Trégor Communauté, et on a essayé de vous représenter sur ce dessin le partage des rôles. L'Agnon Trégor Communauté a repéré ce site comme étant le lieu idéal pour installer l'antenne du conservatoire de l'Agglo et une école de cirque, j'y reviendrai. La ville avait fait le choix très rapidement avec les habitants d'avoir un parc, donc qui est devenu le parc Angela Duval. Et puis, je vous disais tout à l'heure que nous étions aussi à la recherche de partenaires et nous avons eu l'opportunité, lorsque nous avons redonné vie à ce site, il y a des partenaires, des investisseurs bien connus dans le monde du patrimoine qui ont frappé à notre porte pour nous proposer des offres de logement. Et donc, et là, on va poursuivre si vous le voulez bien, la diapo suivante. Voilà, la difficulté qu'on a trouvée, alors on a eu beaucoup de chance d'avoir beaucoup de projets qui arrivaient tous au même moment, mais une difficulté majeure, c'est que tous les projets partaient un petit peu de façon isolée, sans concertation globale, et nous avons souhaité à ce moment-là faire appel à la société publique locale de Lannion-Trégor, donc Lannion-Trégor Aménagement, pour justement faire un petit peu l'agrégateur de projets et la coordination. Et là, je vais peut-être passer la parole à Bénédicte. Voilà, donc on a été sollicité par la ville de Tréguier pour réfléchir en fait et faire un état des lieux du couvent des Sœurs du Christ. Donc on arrivait vraiment un peu plus tard dans le projet et nos réflexions ont abouti à la signature d'une concession d'aménagement en 2022. Donc la concession d'aménagement elle est basée sur un programme de logement, donc de créer des logements sur le site, dans les bâtiments existants, de créer une ludomédiathèque municipale qui existe déjà dans la ville, mais qui sera déplacée au sein du couvent des Sœurs du Christ, et aussi donc aménager tout le reste des aménagements extérieurs publics, que ce soit côté des rues, la cour, et puis toutes les circulations annexes aux alentours des bâtiments. Donc, il y a aussi un planning. Donc, on a 10 ans pour établir tous ces projets et les planifier, les organiser. Et on est aussi tenu par un budget. Donc, nous, on se doit pendant ces 10 ans, donc c'est de respecter le programme, le planning, le budget. Mais il faut aussi être agile et savoir aussi être à l'écoute des opportunités qui peuvent arriver. Donc là, on a signé la concession en 2022. Depuis, on a déjà modifié le programme avec un avenant pour y insérer en discussion avec la ville de Tréguier un programme de maison médicale. On cherche aussi à améliorer notre bilan financier en restant à l'écoute des partenaires qui peuvent arriver, donc toujours en les sollicitant, en étant à la recherche de subventions. Donc vraiment, la concession d'aménagement, elle reste modifiable, adaptable au fil des années pour trouver le meilleur projet pour finaliser la réhabilitation de ce site. Donc bien sûr, donc voilà, donc on aura le projet de logement dans les bâtiments, je finis juste, donc de logement, de ludomédiathèque, d'aménagement paysager, mais aussi donc tout le travail de planification et de coordination des différents partenaires, puisque aujourd'hui le site est occupé par les élèves donc du conservatoire de musique et de l'école du cirque. Donc les élèves ils viennent quotidiennement.
Juste à côté, il y a des chantiers qui sont en cours, en démolition, etc. Donc, il y a vraiment, avec différentes maîtrises d'ouvrage, donc il y a vraiment une utilité de maîtriser, de coordonner au mieux et de sécuriser ce site. C'est vraiment là notre travail pendant cette concession d'aménagement. Donc là, on va passer sur les différents projets et différents bâtiments du site sur la prochaine diapo. Voilà, alors rapidement l'historique. Donc là, on est sur les projets communautaires. Donc une école du cirque. Alors ça n'est pas une école de cirque loisir, c'est bien un espace circassien qui est dédié au lycée Savina, au lycée Joseph Savina Tréguier, qui n'avait pas d'espace dédié pour des filières artistiques et qui était en galère, si vous me passez l'expression, pour trouver un espace vraiment consacré aux arts circassiens. Donc il y a eu effectivement c'est le dernier projet qui est arrivé en fait pour vous dire, et c'est par celui-là qu'on a commencé parce qu'il est devenu très vite symbolique de la convergence des énergies nécessaires pour réhabiliter un site comme celui-là, puisque vraiment tout le monde a cru au projet. Tout le monde, c'est la région Bretagne, c'est l'Agnon-Trégor Communauté, la ville bien évidemment, mais l'État aussi, j'ai oublié de les citer, qui se sont dit allons-y, il y a un vrai beau projet. Donc c'est le premier programme qui est sorti. Ça a été rapide puisque, vous voyez, livraison septembre 2021 pour une signature. L'AGLO est devenu propriétaire en décembre 2017. Donc, vous voyez, on est sur un site non pas protégé monument historique, mais quand même en PSMV, donc c'est-à-dire avec un regard très bienveillant de l'ABF. Donc, autant vous dire que livrer ce programme en un peu plus de 3 ans, c'était déjà assez exceptionnel. Voilà, j'en dis pas plus, si ce n'est que c'est un vrai bonheur pour nous et pour les jeunes d'y travailler. Deuxième projet qui a été mené par l'Agnon Trégor, c'est d'implanter le conservatoire de musique, donc en continuité des chapelles dédiées aux arts du cirque. Vous avez remarqué peut-être tout de suite à la fois le souci d'avoir un vrai traitement architectural et respectueux du patrimoine, mais en même temps, on ne s'interdit pas à Tréguier, en plein secteur sauvegardé aussi, de faire cohabiter avec une expression plus contemporaine. Ça, c'est aussi un défi que nous nous mettons avec l'architecte des bâtiments de France, finalement de préparer le patrimoine de demain, avec notamment cet escalier ici intérieur, ce mur complètement vitré. Puis on a démonté le mur de refend sur 4 niveaux. Enfin, voilà, et on l'avait deviné sur les chapelles précédemment, avec des extensions destinées à accueillir les ascenseurs, qui étaient aussi d'expression très moderne. Voilà, donc vous voyez, donc il y a une petite erreur, donc livraison en mai 2022 hein, pour le conservatoire. Voilà. Je vais peut-être, excusez-moi, vous pouvez garder l'image, mais juste pour dire ce qui a fait qu'on n'a pas eu de coordination, c'est peut-être le petit bémol, c'est que tous ces projets-là ont été très très bien soutenus par l'État, par la région, etc. Mais avec un souci, ce sont les appels à projets. Et effectivement, nous, ce qu'on souhaitait pour des sites comme celui-là, complexes, on a besoin de temps. Et là, comme il fallait répondre très vite à des appels à projets avec des fenêtres de tir limitées, c'est ce qui a fait qu'à un moment donné, on a dû partir de façon un peu dispersée. Et d'où l'intérêt pour nous aujourd'hui essentiel, Bénédicte l'a dit, d'avoir une SPL adossée sur laquelle on peut confier les réflexions d'ensemble et notamment la coordination des travaux. Troisième projet qui est déjà livré, voilà, c'est le parc en Angela-Duval. Alors là, c'était au tout départ, donc il a déjà un peu plus fière allure maintenant. Donc c'était la vraie demande des habitants d'avoir un lieu ouvert et c'était un joli clin d'œil aussi un lieu de clôture qui était devenu du coup ouvert sur le public et voilà c'est un endroit qu'aujourd'hui on apprécie tous, un endroit que j'aurais aimé connaître moi quand j'étais parent de jeunes enfants, mais il y en a d'autres qui en profitent maintenant. Voilà, donc ça c'est tout ce qui est déjà parti aujourd'hui et ce sont des projets que la SPLA n'a pas suivis. Bénédicte, je te laisse parler de celui-là. Donc là, c'est le bâtiment Saint-Joseph et la maison de Rome. Donc la maison de Rome, c'est l'un des bâtiments les plus anciens du site, au niveau patrimoine aussi très remarquable. Le bâtiment Saint-Joseph, beaucoup plus grand, plus massif, plus récent aussi du 19e, en plein milieu du site du couvent, il fait le lien entre le parc et la cour. Donc là, on a eu l'opportunité c'était la ville de Tréguier, de travailler avec un partenaire privé, donc le groupe François Ier, qui grâce au PSMV peut développer du logement avec le dispositif Malraux. Donc là, on arrive quand même à créer, donc ils arrivent à créer 34 logements sur le site en réhabilitant ces bâtiments-là.
sans extension, donc vraiment en restant dans l'enceinte des bâtiments. Donc là, c'est un des partenaires avec qui on travaille sur le site, avec qui on coordonne les travaux. Actuellement, là, les travaux ont commencé. Ils sont en train de commencer les démolitions intérieures. On peut passer. Donc, ça, c'est un bâtiment. Donc, dans le cadre de la concession, en ce moment, donc, on est propriétaire de l'ensemble des bâtiments qui restent à réhabiliter, donc hormis ceux présentés précédemment, et des sites et les sites extérieurs. Donc, ce qu'on voit là, donc la cour et tous les cheminements extérieurs. Donc là, c'est le bâtiment de la maison conventuelle, un bâtiment du 17e, un bâtiment majeur du site qui fait le lien entre le centre-ville, donc côté cathédrale, côté place de la cathédrale, et le cœur du site, donc la cour, et après le parc. Donc c'est vraiment un bâtiment qui fait le lien. On a réalisé donc il y a quelques semaines, donc là c'est en cours de finalisation, des démolitions, car c'était un bâtiment qui a vu beaucoup de remaniements au fil des siècles. Donc là, c'est l'image, vous rappelez peut-être au début de la présentation, il y avait des petites lucarnes sur la toiture. Aujourd'hui, il y a eu des remaniements avec ce bandeau plutôt filant. En intérieur aussi, il y a eu beaucoup de remaniements, une chapelle qui a été divisée, etc. Beaucoup de bâtiments annexes qui avaient été accolés à la maison conventuelle. Donc nos démolitions ont permis de redécouvrir la façade de ce bâtiment-là. Aujourd'hui, sur le programme de ce bâtiment, donc en discussion avec la ville de Tréguier, donc ça va être, on a eu une modification de notre programme de concession avec un avenant. Donc on souhaite réaliser une maison médicale, plutôt en rez-de-chaussée, ainsi que des logements. Donc ça, c'était ce qui était déjà prévu dans les étages. On a l'opportunité de travailler aussi avec des partenaires privés. Donc aujourd'hui, on va lancer un appel à projet pour une cession avec charge sur ce bâtiment. Donc pourquoi une cession avec charge? C'est vraiment un contrat de vente dans lequel on peut intégrer des contraintes, donc des contraintes de programme et des contraintes de planning. Donc tout ça, c'est un document qu'on travaille avec donc une avocate et aussi notre notaire pour vraiment fixer et maîtriser la destination de ce bâtiment qui est vraiment un vrai enjeu dans le site. Donc, on doit vraiment maîtriser ce projet-là. La destination et... Je me permets pour vous dire, notamment sur le volet médical, alors il n'y a pas de portage public, hein, c'est vraiment un programme privé, c'est un programme locatif uniquement. Dans ce que évoquait Bénédicte, nous, la ville, on a décidé qu'on cédait si et seulement si il y a un programme qui nous intéresse, y compris jusqu'à mettre des conditions sur des prix au mètre carré pour le locatif, sur la typologie de logement social ou pas logement social. Donc, on fera le choix après les résultats. On sait qu'il y a déjà des partenaires qui se manifestent, voilà. Donc, mais on n'a pas l'obligation de le faire. On le fera si et seulement si, j'insiste bien, il y a un programme qui nous convient. Donc voilà, ça c'est l'un des dossiers qui va nous occuper dans les mois à venir. Donc le bâtiment accolé à celui-ci, donc à la maison conventuelle en perpendiculaire. Donc c'est un bâtiment beaucoup plus récent, des années 60. Donc comme on l'expliquait avant, donc il y avait un bâtiment plus ancien qui a été rasé. Celui-ci a été reconstruit pour le pensionnat et pour l'école. Donc aujourd'hui, sur ce bâtiment est fléché un programme de ludomédiathèque et des logements sociaux, locatifs. Donc on avait fait déjà des études de faisabilité mélangeant une mixité de logements et de RP, donc en rez-de-chaussée. Donc c'est l'image projetée qu'on voit sur la présentation. Donc là, c'est vraiment sur ce bâtiment-là, comme il est plus récent, il n'est pas, on est beaucoup plus libre dans l'écriture architecturale. Donc là, on souhaite vraiment avoir un projet plus contemporain qui allie en fait le patrimoine et le contemporain, l'écriture architecturale contemporaine sur le site. Un point aussi, logements sociaux, mais dans le cadre d'une opération de renouvellement urbain. C'est-à-dire qu'on a effectivement tout un quartier de terre. Pardon. Je peux continuer? Ouais, ouais, allez-y. Un programme de Terre d'Armor Habitat, hein, qui est notre office départemental. Et lorsque on a repéré qu'il y avait une vingtaine de logements qui étaient vraiment à démolir, et ils nous ont demandé de mettre du foncier à disposition. Et là, on leur a dit non, 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 ce sera pas du foncier nu. On vous propose une opération de rénovation dans du bâti ancien. Donc ça aussi, c'était quelque chose qui pour nous était majeur. En fait, comme Monsieur Jourdain faisait de la prose sans le savoir, nous étions un peu déjà dans l'esprit du ZAN et on en était ravis à l'époque.
Allez, je vous laisse 2-3 minutes pour conclure. Bah, pour conclure, ça va être très rapide tout ça. Alors, on aura l'occasion peut-être de revenir sur les questions. En Ouais. fait, l'intérêt qu'on avait sur ce site, bon, vous avez compris que c'était quand même compliqué au démarrage, c'est quand même, il avait fait l'objet de nombreuses réflexions dans le cadre de l'élaboration du plan de sauvegarde, la venue des ateliers de Chaillot aussi pour la formation des futurs architectes du patrimoine. Donc, où on avait fait de la rénovation du bâti ancien une priorité, avec notamment, alors ça n'est pas sur ce site-là, mais Lannion-Trégor Communauté, la ville de Tréguier et la ville de Lannion, qui est à quelques kilomètres de nous, ont lancé une OPA RU sur l'habitat dégradé en centralité. Donc c'est vrai que tout ça a donné du sens. Et puis ce plan de sauvegarde et de mise en valeur qui nous a permis de cadrer les choses, ce qui est faisable, ce qui ne l'est pas, avec notamment l'établissement d'une OAP sur le site. Et puis vous l'avez entendu aussi, on viendra peut-être, mais moi j'ai vu l'effet PSMV également sur les entreprises qui sont venues faire de la défiscalisation, ce que nous, on n'arrive pas en tant que collectivité à pouvoir actionner. Et on a vu un avant et un après. Voilà. Et évidemment, bah, les investissements, je vous en parle pas, on n'a pas parlé de chiffres, mais on est globalement, On va faire la diapo d'après. voilà, on va peut-être passer très vite là-dessus parce que vous n'avez pas les chiffres. Ouais. On a eu le droit à toutes les bonnes fées sur tout ou partie des différents programmes. On a eu des aides de l'État qui étaient essentielles, hein, le fonds friche, le fonds vert sur les opérations curage, c'était capital. Fondation du patrimoine, les chapelles ont été lauréates du premier loto du patrimoine Stéphane Bern, ça c'est pour la petite anecdote. C'est pas la somme qui était essentielle, mais c'était la reconnaissance du programme qui nous a beaucoup servi. Donc là-dessus, on a eu vraiment beaucoup de chance. Et il fallait qu'on ait ces bonnes fées, puisque en tout, on est quand même sur un programme à plus de 15 millions d'euros hors taxes. Merci Voilà. beaucoup. Peut-être mettre la diapositive sur les conseils que je trouvais aussi intéressante. Je crois que c'est celle d'après encore. Voilà. Peut-être qu'on peut se la laisser à l'écran si ça vous convient et que on prenne pendant les quinzaines de minutes qui nous restent des questions euh, et voilà des retours sur cette présentation, des, ouais, des compléments que vous pourriez apporter sur la base de ces conseils et dispositifs à mettre en place que vous tirez de cette expérience-là. Donc la parole est à vous. Alors, je vais commencer. Du coup, moi, c'est Pierre, je suis de Bazouges, la Pérouse. Petite question sur le dispositif Malraux, qu'est-ce que c'est? Alors, La désacralisation de la chapelle, comment vous l'avez procédé avant, à quel moment c'est intervenu? Et PSMB, je n'ai pas compris. Alors, on va commencer par les chapelles. Les chapelles étaient déjà désacralisées. Ouf. Donc, on avait un sujet en moins puisque la congrégation avait déjà transformé les chapelles en salle de sport pour l'école et le collège. Donc là, on n'a pas eu cette problématique. PSMV, plan de sauvegarde et de mise en valeur. C'est un document d'urbanisme, j'allais dire, ensemble de tous nos documents d'urbanisme, c'est-à-dire qu'à Tréguier, on a 40 hectares qui échappent notamment au PLUI. C'est une règle, un document spécifique sur 40 hectares, c'est-à-dire le cœur patrimonial. Voilà. Le PSMV nous permet d'avoir des orientations immeuble par immeuble sur les opérations, les travaux autorisés ou pas autorisés. Le PSMV nous permet même, sur certains bâtiments, de demander des déclarations de travaux pour des travaux intérieurs. Ce que je dis là peut paraître complètement dingue pour ceux qui ont des PLU. Et puis, c'est une chance, c'est que nous gardons la main, nous, les élus de Tréguier, sur 40 hectares de notre cœur de ville. Donc, toutes les règles du PLUI-H ne valent pas sur ce territoire. Et la loi Malraux, c'est une mesure qui permet à des propriétaires de défiscaliser, c'est-à-dire que leur intérêt, c'est d'avoir des déficits fonciers majeurs qui leur permettent de payer moins d'impôts. Voilà, je ne suis pas comptable et malheureusement, je ne suis pas dans la situation où j'ai besoin de payer le moins d'impôts possible, mais sur ce coup-là, un peu, je veux dire, ça fait partie des niches fiscales qui, en tout cas, ont de l'intérêt. Nous, aujourd'hui, si on n'avait pas ces investisseurs, on devrait y aller nous-mêmes. Ou nos bailleurs sociaux, j'en parle pas parce qu'aujourd'hui, ils sont absolument pas en capacité de mener des projets en cœur de ville sur du bâti ancien. On serait obligé, pour faire les programmes de travaux, notamment sur le bâtiment Saint-Joseph, qu'on voyait, on était à plus de 4 millions d'euros de travaux. Il est très dégradé. Ah oui, beaucoup c'est vraiment très dégradé. J'aurais été pleuré auprès de l'État, de la région, du département.
Enfin, voilà, et tout ça pour le même résultat, parce que l'intérêt de la défisc, c'est que les propriétaires, c'est gagnant pour eux. Effectivement, ils paieront moins d'impôts, mais c'est gagnant pour nous sur le territoire, puisque ça les oblige aussi à louer au moins 9 ans, en faire du logement principal et à des loyers de marché. J'espère que j'ai à peu près répondu. Merci. Merci beaucoup pour la réponse, Pierre. Si vous avez besoin de questions, enfin, d'éléments complémentaires, n'hésitez pas à approfondir à travers une question supplémentaire. On a une contribution de Sophie sur le chat qui nous dit bonjour et bravo pour ce projet emblématique. Je pense que cela aurait pu être intéressant de construire néanmoins quelques bâtiments neufs tout en gardant l'espace vert, en travaillant avec l'ABF évidemment, mais cela fonctionne toujours très bien. Voilà le retour que j'ai. N'hésitez Ouais. pas à Je, interagir. je vais justement réagir, mais l'une des règles du plan de sauvegarde et de mise en valeur de Tréguier, ce PSMV, c'est la protection des cœurs d'îlots. Donc effectivement, c'était contraire au règlement d'urbanisme. Et effectivement, il y a eu discussion là-dessus, hein, entre les 3 immeubles dont je parlais, les 180 logements d'il y a 15 ans et rien. Là, on a fait le choix, on fait de la densification ailleurs, et je peux dire que même pas mal. Mais là, on estimait que c'était la vraie rupture aussi entre la ville contemporaine et la ville ancienne. On voulait vraiment marquer, marquer la différence. Et par contre, il y a un point sur lequel je suis d'accord avec vous. Sur le rôle de l'ABF, c'est la nécessité de travailler très en amont avec lui. C'est-à-dire que là, c'est dès le départ, dès tous les projets qu'on a pu avoir, j'ai même envie de vous dire, avant même de partager avec tous mes élus, l'ABF est au courant de tous les projets. Et, et ça nous a permis de gagner du temps. Et le dialogue a lieu aussi avec, on parlait d'un promoteur, François Premier tout à l'heure, voilà, tous les projets ont été respectés, anticipés, voilà, et si bien qu'on on n'a pas de sujet là-dessus. Alors, j'ai deux questions. La première, c'est pouvez-vous nous, enfin, je vais prendre la deuxième. Pouvez-vous nous expliquer en quelques mots le FNADT? Et Pierre nous demande en question de précision la date de mise en place du PSMV. Et je vous laisse répondre. Alors, bah voilà, ça y est, quelqu'un, l'Adréal, Oui, j'avais pas vu. Et ben en fait, ce ouais, sont des dispositifs de financement de l'État. Voilà. super. Et Euh, pour la date de mise en place du PSMV? alors, le PSMV, pour la petite anecdote, juste pour vous dire, l'idée du PSMV à Tréguier, c'est 1966. Ok. Et, Donc, et il a été, l'arrêté préfectoral a été signé en février 2022. d'accord. Donc, il faut se Donc, lancer maintenant pour espérer en signer en non, 2040, tout ça. je vous assure que je ne vous souhaite pas ça, mais nous sommes un peu un cas d'école à l'échelle nationale. Justement, si ça a traîné, c'est parce qu'il y a eu des intérêts contradictoires. Et Ok. peut-être qu'à un moment donné, on a manqué de volonté politique. Et ça, c'était notre priorité en 2014, c'était de le faire aboutir coûte que coûte, au risque de le perdre tout simplement. Ok. Merci beaucoup. Je reviens sur la petite phrase que Bénédicte a inscrite, des investissements très forts en temps et en financement. Vous avez vu que c'est surtout en temps que c'est mis en gras et le financement, euh, honnêtement, c'est un dossier qui est très chronophage. Ouais. On va pas se le cacher. Mais alors, excusez-moi, je vais être trivial, mais quel pied! Quel pied quand vous sortez un projet comme celui-là, parce que moi, en 2014, on l'a récupéré, on était au fond du trou. On en était Ouais. même au point, pour vous dire, avec la drague, de dire on va arrêter le PSMV. On en était là, à dire finalement, à cause d'un projet, d'un site comme celui-là, on n'arrivera à rien. Mhm. Donc voilà, et là, on s'est dit non, non, il faut pas lâcher. Et derrière, Bénédicte a dit qu'on a une concession sur 10 ans, mais je vais le dire de façon un peu orgueilleuse, on mettra pas 10 ans à le finir. Parti Ouais. comme c'est aujourd'hui, on mettra pas 10 ans. Donc, honnêtement, faut pas avoir peur des gros dossiers comme ça. Et plus c'est gros et plus ça passe, j'ai envie de vous dire. Mais alors, vous avez intérêt d'être super accompagné. Moi, j'ai la chance, on l'a vu, la SPL qui aujourd'hui, j'aurais pas su faire tout seul avec mes équipes, gérer les différents programmes, etc. On a la chance d'être adossé aussi à une agglo, enfin, qui est super structurée. Donc, Ouais. mais c'est ça l'avenir. Ouais. Ouais. On voit bien que on voit bien que l'écosystème d'acteurs est primordial pour pouvoir conduire un tel projet, quoi, à l'échelle d'une commune. Il y a, il y a quelques,
voilà, félicitations et encouragements qui sont transmis sur le chat. Donc, si je retiens sur cette diapo, vous mettez bien en avant l'enjeu d'être bien accompagné et de dédier du temps. Est-ce que vous auriez un dernier, je sais pas, un dernier élément à nous partager sur les conseils que vous pourriez transmettre à d'autres collectivités qui voudraient s'engager dans des patrimoines de cette ampleur? Alors, il y a un point sur lequel j'ai pas eu le temps d'y aller assez, mais faut partager ces sujets-là. Ne restez pas tout seul, même avec vos services ou vos élus, n'hésitez pas à ouvrir. La question qui m'a été posée tout à l'heure par l'architecte, si j'ai bien vu, sur mais pourquoi vous n'avez pas fait du logement, vous auriez pu faire un peu, etc. Mais on a aussi écouté ce que nous disaient les habitants. Les habitants nous ont dit, mais monsieur le maire, on est dans une ville extrêmement minérale. Et c'est vrai, ce qu'on donne à voir quand on est dans Tréguier, c'est du minéral, des hauts murs, etc. Mais laissez-nous approcher la nature qui est en ville. On n'y a pas accès, nous. Oui, les grands Ouais, jardins privés. Les jardins sont privés. Donc, c'est d'accord. aussi ça. Et donc, le fait d'avoir fait ce projet de ville avec les habitants nous a confirmé. Moi, je vous dis, dans le cadre de. Vous voyez, on a fait des portes ouvertes. Je crois qu'on a dû avoir sur un an, on a eu plus de 3000 personnes qui sont venues sur le site et auprès desquelles on a récupéré du matériau, leurs réflexions. Qu'est-ce que vous verriez? Et quand moi j'en ai fait les visites, à chaque fois que j'avais des groupes, je leur dis, mais écoutez, voilà, qu'est-ce qu'on fait? On fait un lotissement? Ça permettra de vendre des lots, on aura de nouveaux aides. Mais je crois, sans exagération aucune, j'ai eu une personne qui m'a dit, ouais, monsieur le maire, c'est une super idée. Hmm. À chaque fois que j'ai proposé de faire un lotissement de façon un peu poil à gratter, je me suis pris une volée de bois vert, dit, mais quand même, vous n'allez pas nous faire ça. Donc, voilà, il faut écouter, et puis après, bah, l'élu, il est là pour trancher, mais c'est essentiel. Et on s'est retrouvé avec un projet vraiment de ville. C'était pas le projet d'une équipe municipale, c'était vraiment le projet de tout le monde. Super. Dernière question. En propos introductif, vous avez dit qu'au niveau de la temporalité, au début du projet, il y avait une petite erreur que vous auriez dû corriger. J'ai pas trop saisi le sens entre. Bah, en fait, on a acheté le site sur la base d'intention ou de conviction. Moi, j'avais la conviction. Mon président d'Aglo me dit, ouais, super, j'y crois. Il est comme moi, il tient à son patrimoine et il sait qu'on peut le réhabiliter. Mais en toute logique, on aurait dû dire, mais qu'est-ce qu'on va faire dans 6000 mètres carrés de Ouais. surface plancher? Et on a dit, tu verras, déjà tel projet communautaire, tel projet communal, etc. On va déjà avoir pas mal de choses à faire. La logique aurait voulu qu'on fasse d'abord un schéma directeur. Ouais, ça, c'est chez nous. Hmm. Voilà, c'est juste ça. Mais comme nous, on avait déjà suffisamment d'éléments, moi je lui ai dit, ça servira, ça fera levier. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Voilà, ça fait levier. On ne se retrouve pas à faire tout seul. On arrive au même résultat parce que même lorsqu'on fait appel à des privés, j'insiste, les privés, ils font pas ce qu'ils veulent. Vous avez bien entendu ce que vous a dit Bénédicte. On cède si. Mais s'ils n'étaient pas là, on irait certainement, on se retrouverait je serais peut-être plus là, certainement, mais dans 2, 3 mandats, à se dire, il y a encore des mètres carrés, les collectivités ne peuvent pas tout faire. Donc, on a fait notre part. Et on s'est réservé le plus compliqué. Ça marche. Merci beaucoup pour vos éléments de réponse. Euh, bon, on a quelques contributions complémentaires de Sophie aussi qui précise un petit peu sa pensée, donc je vous laisse aussi en prendre connaissance dans le chat. On arrive à 3 minutes de la fin du webinaire. Est-ce que Marianne voulait reprendre la main pour la fin? Ben, merci beaucoup de ce témoignage. Je vous envoie à l'instant dans le chat le lien pour participer à notre rendez-vous de jeudi de 14h30 à 15h30 pour partager l'expérience de Noailles-Muzillac. Alors, je maintiens mon propos introductif disant un projet d'ampleur, puisque bon, le Étréguier et Noailles-Muzillac comptent 2500 habitants chacun. Après, chaque commune a son histoire, son intégration dans un territoire, le fait d'être plus ou moins urbain. Mais ce que je trouvais intéressant, moi, dans ce projet de Tréguier, c'est aussi la diversité des outils mobilisés et la capacité à les mobiliser des privés sans perdre la main du schéma global. C'est-à-dire aller chercher du privé tout en leur disant, OK, on y va, mais on y va à condition que ça se passe de cette manière-là. Ce qui est une prise de risque aussi pour un territoire.
Donc, j'espère que malgré le caractère un peu atypique de la taille de l'emprise, le nombre de bâtiments, la complexité patrimoniale, les collectivités qui nous suivent arriveront à y trouver des ressources pour leurs propres projets. Jeudi, on sera sur quelque chose d'un petit peu plus commun, où là, je pense que absolument toutes les communes, quelle que soit leur taille, peuvent s'identifier, puisqu'on est sur un bâtiment en centralité pour lequel voilà, il y a besoin de réfléchir à de nouveaux usages. J'espère que ces deux rendez-vous auront permis de nourrir vos réflexions sur patrimoine et centralité. Ces deux rendez-vous seront complétés d'une interview écrite du territoire de Quimperlé sous l'angle particulier de participation et réusage du patrimoine. Donc, vous aurez ça dans quelques semaines avant l'été. Ça, c'est pour notre cycle de Territoire Innove pour des centres vivants sur patrimoine et aménagement. Mais on va aussi se retrouver le 25 juin dans le cadre des Territoires Innove pour un foncier responsable avec un sujet sur les ORT, les opérations de revitalisation de territoire, qui sont un dispositif d'État qui est systématiquement mobilisé dans les cadres de Petites Villes de demain ou Action Cœur de Ville, si je ne dis pas de bêtises. Si je dis une bêtise, ma collègue Nathalie Chargy va me corriger dans le chat, mais qui sont aussi des dispositifs qu'on peut activer dans d'autres cas et qui permettent d'avoir une vision globale et surtout des outils d'adaptation et de la réglementation et de la fiscalité. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire pour la suite. Et puis, je vous fais encore une dernière petite pub pour d'autres sujets. Les Territoires Innove sont partenaires de Brud'Aide, notamment cette année dans le cadre de leur cycle de visite sur l'adaptation au changement climatique, des aménagements urbains et des cours d'école. Le cycle de visite, c'est en ce moment. On en a une tout à l'heure en fin de journée à Saint-Juvat. N'hésitez pas aussi à aller voir ce qui s'y passe. C'est plein de ressources pour les territoires et pour mener à bien vos projets. Merci beaucoup à tous d'avoir témoigné, d'avoir animé et de nous avoir écoutés. Et puis, on se retrouve jeudi pour ceux qui le pourront. Merci.